compte financier unique, le CFU, budget principal. Le point numéro 2, c'est l'affectation du résultat du budget principal. Le point numéro 3, c'est la fiscalité, vote des taux d'imposition 2025. Le point numéro 4, c'est la subvention ou les subventions aux associations. Le point numéro 5, c'est l'adoption du budget primitif 2025, budget principal. Le point numéro 6, c'est la candidature au fonds de concours GPSO 2025. Le point numéro 7, c'est le premier arrêt du projet du programme local de l'habitat intercommunal, le PLHI 2025-2030, un avis. Le point numéro 8, c'est l'identification des zones d'accélération des énergies renouvelables, la ZAEN. Et le point numéro 9, c'est l'acquisition de la parcelle AA numéro 188. Donc, on va commencer par l'adoption du compte-rendu du 17 décembre 2024, la séance du Conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, les décisions. Le point suivant donc, porte sur les décisions. Donc, la numéro 1 2025, donc une décision portant sur le contrat de remise en état du bac à graisse de la restauration scolaire. Donc, vous l'avez au tableau, hein, 1 310 € hors taxe. Donc, c'est pour l'année 2024-2025. Le point numéro 2, c'est la décision relative au contrat JVS Marie STEM concernant les logiciels métiers, finances et métiers personnels. Donc, 11 640 hors taxe. Le point numéro 3, c'est décision portant sur les marchés publics, l'avenant numéro 1 du lot 3, gros œuvre, fondation ravalement du marché construction d'une maison médicale. L'objet, ce sont des travaux supplémentaires de revêtement d'étanchéité, de cuvelage, gorge et joints internes, l'imperméabilisation de la fosse de relevage, donc 12 500 € hors taxe. Et le point numéro 4, c'est les décisions concernant le contrat de maintenance d'assistance informatique avec AGI Expertise Informatique, donc pour un montant de 944 € hors taxe. Est-il des questions? Non. C'est notre logiciel métier pour tout ce qui est comptabilité, finance, paye, gestion du personnel. Oui. Oui. Ok. Donc, le point sur table. Donc, Arnaud Rousseau, candidature 2025 au label Ville Active, Ville Sportive. Oui, donc, forte de ses infrastructures et équipements sportifs répartis sur l'ensemble de son territoire et de ses associations, la ville de Vaux-sur-Seine se veut être une ville aussi attractive et plus à l'écart du micro. Active. La politique municipale sportive mise en place et menée œuvre en ce sens, en développant le sport pour tous, en accompagnant le tissu associatif par l'octroi de subventions municipales et de mise à disposition gratuite des équipements sportifs, et en animant le territoire au travers de manifestations et événements à caractère sportif, dont la Grande Fête des Sports, Terre de Jeux et courses intergénérationnelles, édition 2023, 2024 et bientôt 2025. Récemment labellisé Terre de Jeux 2024 par le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 afin de valoriser les territoires qui souhaitaient s'engager dans l'aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, la ville souhaite poursuivre ses actions en faveur du sport en déposant une candidature au label Ville active et sportive. Piloté par le Conseil national des villes actives et sportives et composé de membres de l'Association nationale des élus en charge du sport et l'Union Sport et Cycle, sous le patronage du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative et soutenu par l'Agence nationale du sport, ce label contribue au développement d'un maillage territorial de plus en plus important et fédère les acteurs du monde sportif et les villes autour d'une ambition commune. L'objectif du label étant de récompenser et valoriser les initiatives, les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion des activités sportives physiques et ludiques sur un territoire, sous toutes ses formes et accessibles au plus grand nombre et tout au long de la vie. Pour obtenir ce label, la ville doit remplir un dossier de candidature et le transmettre au comité de labellisation chargé d'évaluer les dossiers avant le 7 avril 2025. Le comité de labellisation, constitué d'acteurs du secteur sportif choisis par le CNVAS,
attribue le label à une ville candidate. À partir du dossier de candidature et des critères fournis dans le cahier des charges, le comité donne une note qui déterminera le niveau attribué, symbolisé par un laurier. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la candidature de la ville au label Ville active et sportive pour les 3 ans à venir et autorise le maire à signer toutes les pièces nécessaires s'y afférent. Bien, y a-t-il des questions? Le cahier des charges, c'est quoi? Qui demande, par exemple? Dans le cahier des charges demandé par le fichier CNVS. Excel avec tout ce qui est demandé? Non, en Alors, gros, est-ce que il demande plus de compétition dans le village? Est-ce que non, en fait, donc ça liste déjà le nombre d'associations, le nombre de personnes qui sont dans les associations ou les clubs. Ça liste les équipements sportifs, tout ce qu'on a pu mener depuis 2022, alors au niveau du sport, mais aussi des activités physiques. Donc c'est plus large que les seules compétitions sportives. Ça peut aller assez loin. Par exemple, l'opération Berge-Seine, c'est de la balade. Voilà, ça inclut aussi les Berge-Seine. Voilà, après, on doit décrire les politiques sportives innovantes. Enfin, on a pas mal de... Il y a 1150 lignes dans le fichier Excel, pour donner une idée quand même. Et je vais juste préciser les critères d'évaluation. Il y a la motivation et la valorisation de la candidature au label, la présentation de la politique sportive et des publics bénéficiaires, l'état des lieux des équipements, sites et aménagements et des événements sportifs du territoire, et les initiatives sportives innovantes de développement de la pratique. Et effectivement, il y aura des lauriers différents en fonction de la note qui est donnée à la fin. Donc il n'y a pas de moteur qui pousse les associations sportives ou les clubs à monter en compétences et être plus performants dans leur catégorie? Non, alors la ville pourrait inciter les clubs et les associations pour obtenir un classement, un meilleur laurier sur les prochaines années, par exemple. Ça vaut pour 3 ans, le laurier, là. Ok. Et on va concourir dans la deuxième catégorie, c'est entre 5 000 et 10 000 habitants. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc le deuxième point, c'est la crèche Les Petits Potes Rêveurs, donc qui est en bas de la rue du Général de Gaulle, à l'angle avec l'avenue de la Gare. Donc projet de création d'un établissement d'accueil du jeune enfant, porté par la société Les Petits Potes Rêveurs, donc qui a reçu un avis favorable du conseil départemental. Le AJE de catégorie micro-crèche avec une capacité de 12 places, située 170 rue du Général de Gaulle, accueillera les enfants de 2 mois à 3 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Avec son projet d'établissement présenté auprès de la direction de la santé du pôle accueil petite enfance du département, l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité de la préfecture des Yvelines, le conseil municipal doit émettre aussi un avis afin de permettre l'ouverture de l'établissement. Donc, précédemment, jusqu'au 1er janvier, ces décisions ne passaient pas en délibération, hein, c'était juste un accord du maire, quoi. Donc maintenant, ça passe en délibération, donc c'est partie des nouvelles obligations. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est la micro-crèche. Hein. Pas de questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? On ne peut pas être éparpillé. Oui. Ok. Bien, le point numéro 1. Donc, approbation du compte financier unique, le CFU. Donc, je rappelle, cette année, hop, vous pouvez revenir. Voilà. Donc, cette année, le compte financier unique remplace le compte administratif et le compte de gestion. C'est-à-dire que c'est un seul compte. Avant, on était obligé de voter 2 fois, le compte administratif et le compte de gestion qui était la même chose. Cette année, il n'y a plus que le compte financier unique. C'est incroyable.
tout à fait. Donc, juste avant l'approbation des comptes, il faut qu'on désigne la personne la plus jeune et la plus ancienne de Tout de suite l'Assemblée, dans la mesure où Pas maintenant. monsieur Non, pas non, vas-y. Non. Après. Ah, d'accord. Après, pour présenter. Donc, je vais vous faire la présentation générale du compte financier unique. Parce que ça va être tout après. Oui. Presque. Oui. Donc, je vais m'attacher essentiellement aux réalisés. Dans les recettes en investissement, les recettes de réalisés sont de 1 264 966,86. En fonctionnement, 5 307 572,19. Nous avons dans les recettes un reste à réaliser de 472 500. Nous avons donc dans les dépenses réalisées 2 124 685,17. En fonctionnement, nous avons donc 4 778 433,12. Nous avons un investissement en reste à réaliser de 1 779 924,56. Et donc rien donc le fonctionnement. Le solde des... Je pense que là, tu peux peut-être parler que ça inclut la maison médicale. Parce que oui, mais je vais rentrer dans le détail après avec... Ah oui, je n'ai pas mis le micro. Je rentrerai dans le détail avec les différents articles, comme ça sera plus précis pour vous. D'accord. Donc, nous avons le résultat, un investissement, résultat intérieur donc, de 3 214 779,05, un investissement et fonctionnement 2 17 248,77. Nous avons un excédent qui s'établit à 2 355 060 74 et en d'investissement et en fonctionnement nous sommes à 2 546 387 64. Donc nous avions un reste à réaliser de 1 207 424 56, la différence entre 1 779 et 472. Pas sur les mêmes chiffres. Pardon ? T'es pas sur les mêmes chiffres. Alors, 1 307, Ouais, c'est ça. c'est ça. 1 307 424 56 et un excédent, donc un investissement de 1 47 636 18 et un fonctionnement, un excellent résultat de 2 546 387 84. Donc je vais procéder à un peu les reprendre, mais avec les différents chapitres. Voilà. Donc, dans les recettes de fonctionnement, nous avions donc un résultat reporté de 1 million. Alors, recette fonctionnement, dépenses, je n'ai pas le bon tableau. Donc, nous avons un résultat, donc, oui, on n'a pas reporté. C'est ça, oui. BP, ok, c'est normal. Atténuation des charges, donc, nous avons 51 966,08. En produits des services du domaine ventes diverses, 686 517,70. C'est la restauration, crèche, etc. En impôts et taxes, nous avons 3 819 489,42. En dotation et participation, donc, nous avons 696 866,23. Ce qui nous fait donc un total de recettes de gestion courante de 5 295 446,10, un produit exceptionnel de 7 175,64, donc un total des recettes réelles de fonctionnement de 5 302 621,74, une opération donc de transfert de 4 950,45. Ainsi, nous avons un global en recettes de fonctionnement de 5 307 572,19. Je peux apporter un petit détail sur les impôts. Sur le foncier bâti, on a 2 679 867. Le non bâti, on a 50 815.
Et en taxe d'habitation sur résidence secondaire, on a 75 386. Donc, dans les dépenses de fonctionnement, donc dans les charges à caractère général, 1 449 126 97. En charges et frais de personnel et frais assimilés, 2 606 696 35. Je rappelle que les charges de personnel représentent 54,5% du total des dépenses de fonctionnement. Nous avons en atténuation des produits 69 915 69. Autres charges de gestion courante, nous avons 320 694 19. Un total dépenses de gestion courante 4 446 433 20. Les charges financières 14 899 61. Les frais financiers sur les 2 crédits que nous avons en cours. Les charges exceptionnelles, nous avons 783 11. Total des dépenses réelles de fonctionnement 4 462 115 92. Et l'opération d'ordre de transfert entre sections 316 317. Et le total donc s'établit à 4 778 433 12. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des questions à poser? C'était par rapport au budget prévisionnel, comment c'est-il qu'on soit beaucoup en dessous? Alors, le budget prévisionnel, comme le dit le terme, c'est prévisionnel. Généralement, il y a des opérations qu'on a notamment au niveau des coûts de chauffage, de certaines charges qui pouvaient être plus importantes au moment où il a été établi. Surtout, c'est lié à une bonne gestion, tant au niveau des coûts de personnel et aux surveillances de l'ensemble des dépenses de façon à optimiser. Oui, parce que les caractères généraux, il y a 1,2 million d'écart quand même. C'est Tout à pas fait. que le fioul, ça. Pardon? C'est pas que le fioul quand même. Tout à fait. Ce sont des prévisions, disons que Vous dans étiez les très dépenses, optimiste on est dans les toujours un dépenses, peu non? optimiste. C'est-à-dire que Ok. le but, c'est vrai qu'on ignore toujours les recettes, en principe, Oui. et sur les dépenses, donc on essaie d'être réaliste, mais il y a aussi, on a aussi de l'argent qu'il faut organiser, quoi. Les sommes qu'il faut organiser. de l'argent. Ok, oui, c'est pas des travaux qui ont été abandonnés ou ce genre Alors, de nous choses. sommes dans le fonctionnement, là. Ouais, ouais. D'accord. Non, c'est pas des travaux, hein, parce que les travaux, c'est un investissement. Oui. Ou des reports d'entretien, éventuellement. Et les charges exceptionnelles, c'était quoi de prévu 303 000 et c'est zéro, donc... Les charges exceptionnelles, c'est pas les achats de terrain sur on devait avoir. C'est-à-dire qu'on devait avoir sur les. On avait un souci avec la DUP qu'on a fait sur les marronniers. Et en fin de compte, les personnes qui ont été expropriées ont été déboutées financièrement. Ok, Voilà, c'est pour ça. Donc on avait prévu, mais on n'a pas dépensé. d'accord. De toute Ça ne façon, veut pas dire que l'affaire est terminée, puisqu'ils ont fait appel. Oui, Voilà. De toute façon, sur les opérations qui comportent un risque judiciaire, on est obligé de prévoir un Ouais. charge exceptionnelle. et vous allez le se trouver reprovisionner de court. puisqu'ils ont fait appel. Comment Vous allez le reprovisionner pour le Non, 2025 parce que puisqu'ils ont fait appel. à nouveau, c'est passé au tribunal le mois dernier, je crois. Donc ils ont été déboutés une deuxième fois. Donc et là ils refont appel. Bon, Ok, il y a peu de risques. ok. Nous allons regarder le graphique du résultat évolution du résultat de fonctionnement au cours des années. Donc 2020, on voit que c'est marqué par l'effet Covid. Sachant que la commune, on a une restauration scolaire, le personnel est là, mais la facturation n'est pas, donc on a les mêmes scénarios sur la crèche, ce qui explique ce résultat négatif
en 2020. 2021, il est resté négatif également. 2022, on a un réel redressement. 2023, on est faiblement bénéficiaire, et 2024, donc on voit qu'on est sur un redressement du résultat. 2022, c'était un peu faussé. C'est exceptionnel. Ouais, parce qu'on avait des droits de mutation qui nous ont été payés et par le département. On venait de passer au-dessus de 5000 habitants. C'est plus, les droits de mutation sont payés par l'État, sont plus payés par le département. Donc l'État et le département nous les ont payés sans les prélever, quoi, après, sans les retirer. Donc ça nous a permis d'avoir un résultat qui était Ils les ont pas au moins réclamés. de 200, plus de 200 000 240 000 qu'on avait. Ouais, 240 000. Ouais, c'est ça. Ils les ont pas réclamés. Non. Ils ont 3 ans ou Non, on les garde. non? Ça fera partie de l'exceptionnel. C'est-à-dire qu'on est passé en cours d'année, donc c'était un peu... on reste comme ça. Non, mais sérieusement, ils ont combien de temps pour les réclamer? Ah non, non, ils ne réclameront pas. Non? Non, ils ne réclameront pas. Ok. Non, parce à un moment, on les avait mis justement de côté pour être sûr qu'on s'est renseigné. Ok. Voilà. Donc, on avait juste un petit commentaire sur l'écart entre budget voté et réalisé sur les dépenses. Bon, on l'a un peu abordé déjà. Donc, sur l'exercice 2024, la ville réussit à maîtriser rigoureusement l'évolution des charges de fonctionnement, pardon, malgré les contraintes liées aux charges de personnel, revalorisation du SMIC, du point d'indice, et malgré une augmentation des coûts dans leur ensemble, flux de transport. Malgré un contexte actuel, la ville réussit à dégager un résultat positif. 2024, c'est 529 exactement. Donc, KE. On va passer sur l'investissement. Donc, par article également. Donc, dans les recettes d'investissement. Par chapitre. Par chapitre, oui, pardon. Donc, en subvention, région, département, etc., nous avons 253 056,32. En dotation, fonds de concours, je crois qu'il y a FCTVA, 48 090,34. Opération pour compte de tiers, 630 000, c'est la maison médicale. Il nous reste d'ailleurs un reste à réaliser de 472 500 sur cette dotation. Le total des recettes réelles donc s'établit à 931 146,66. Nous avons des opérations d'ordre entre sections pour 316 317,20. Une opération patrimoniale de 17 503,00, soit un total des recettes d'ordre de 333 820,20 et un total donc en recettes d'investissement de 1 264 966,86. On va passer donc aux dépenses d'investissement. Immobilisation incorporelle, 43 628,10. Immobilisation corporelle, 366 587,22. Alors là, ce sont des investissements qu'on n'a pas fait, reportés, quoi. Ça, c'est reporté, voilà. Par rapport aux prévisions. Immobilisation en cours, 140 335,42. Nous avons un total dépenses d'équipement de 550 550,74. Donc, emprunt et dette assimilée, c'est le remboursement en capital, les deux emprunts en cours, 122 924,65. Nous avons autre immobilisation financière qui correspond au terrain du radar qui est encore entre SAFER et nous. Donc, on a payé la SAFER 92 272,12, mais on n'est pas encore dans les IMO parce qu'il n'est pas passé, on n'est pas encore propriétaire. Dépenses financières donc s'établissent à 215 196,77. Nous avons une opération pour compte de tiers de 1 336 484,21. C'est la maison médicale. Donc le BP, effectivement, est un peu plus important parce qu'on a un reste à réaliser de 1 467 703,57.
Donc nous avons un total des dépenses réelles de 2 102 231 72. Les opérations d'ordre entre sections 4 950 45, opérations patrimoniales 17 503, donc dépenses d'ordre 22 453 45 pour le global, et nous avons un total des dépenses d'investissement qui s'établit à 2 124 685 17 et un reste à réaliser de 1 779 924 56. À ce niveau-là, vous avez des questions à poser? C'est assez clair. Aussi. Opération patrimoniale, c'est quoi? Les achats de terrain et... Non, 17. Oui. C'est de l'amortissement de subvention. Et le radar, c'est toujours pas fait, pourquoi? Parce que... Les notaires traînent ou c'est la SAFER? Non, c'est la SAFER. C'est SAFER. SAFER, ils nous ont écrit ce mois-ci, donc ça va... Il faut qu'eux, ils deviennent propriétaires aussi, c'est pas encore fait, quoi. Oui, ça prend un peu de temps. Marche sur la tête comme d'hab, quoi. Oui. Pendant ce temps, l'herbe pousse. Bon, ben ça, je pense que ça fera partie d'un autre débat, mais de ce qu'on en fera après. Hein. Oui. Faut-il déjà être propriétaire? Oui, c'est ça. Oui. On y sera, vu à la vitesse où ça va, je veux dire, je pense d'ici cet été, vraisemblablement. Oui. Oui. On ne pourra pas en faire grand-chose, hein, je vous rassure, parce que c'est quand même en zone rouge. Hein. Zone naturelle, voilà. On va donc lire l'évolution des ratios. Donc, en euros par habitant, dépenses réelles de fonctionnement, on est à 885. Alors, nous sommes dans la fourchette, début de fourchette de 5 000 à 10 000 habitants. Donc, c'est la strate qui est définie comme ça. Dépenses réelles de fonctionnement population, on est à 885. La strate s'établit à 1175, la moyenne. En produit d'imposition directe, nous sommes à 646 et la moyenne de la strate est à 597. Les recettes réelles de fonctionnement, donc population, c'est 987 pour la moyenne de la strate à 1369. Donc le potentiel fiscal de la commune, il est de 1284,89 par habitant, sachant que pour les communes de 5000 à 7400 habitants, 500 plutôt, elle est de 1075,99. Donc on a un bon potentiel au niveau du fiscal sur le territoire. Et l'effort fiscal, donc mesurant la pression fiscale de la commune est de 0,843. Et l'indicateur indicateur en dessous de 1. Et la moyenne donc de cette note, donc on l'a dit au ROB. Oui, tout à fait, mais je rappelle juste les points. Notre pression fiscale est globalement faible. Bon. Ça, c'est important à savoir. Ok. Dépenses d'équipement brut sur population, 148 pour une moyenne de la strate 361. La dette, effectivement, est très faible. 149, la moyenne de la strate s'établit à 800 par habitant. La DGF est à 59 pour 176, la moyenne de la strate. Donc, on est faiblement doté à ce niveau-là. Dotation globale de fonctionnement. L'État, c'est l'État qui verse. Je n'ai pas entendu la question. En gros, c'est, je crois, 230 000 euros. Quoi. 230, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. En DGF. On peut regarder l'évolution des dépenses du personnel. On peut revenir sur la slide d'avant, si c'est Pardon ? On peut revenir sur la slide d'avant. Oui. Juste, en fait, tout ce qui concerne les recettes, on est supérieur à la strate, et ce qui est les dépenses, on est inférieur. On est plus imposé que la moyenne. C'est-à-dire que là, voilà, le produit des impositions directes, on est au-dessus de la moyenne de la strate, on est où là, le point 2. On l'avait enlevé, ça. Donc on est plus imposé que l'équivalent ailleurs. Et effectivement, on dépense moins qu'ailleurs
et on a moins de recettes. Je ne comprends pas. La ligne 2, elle dit bien qu'on génère des Alors, produits nous parlons d'imposition. de moyenne. Non, simplement, on est en début de strate. Alors, il est vrai que la strate, elle va de 5 000 à 10 000. C'est vrai pour tous les slides. Mais là, si vous voulez, c'est plus facile sur une population plus importante, on diminue un peu la moyenne. Si tu as X milliers d'euros sur 5 000 personnes, ça ne fait pas la même chose que si tu as X milliers d'euros sur 8 000. Oui, mais Mais c'est la pas même remarque obligatoirement pour toutes les proportionnel. rubriques. C'est Oui, la je même suis remarque d'accord, pour oui. toutes les rubriques. Donc celle-là en particulier, moi je lis et je comprends que on taxe plus que les autres et on dépense moins que les autres. C'est-à-dire aussi... Oui, bien sûr, c'est bien d'ailleurs. C'est bien. Non, mais après, vous parlez encore de potentiel fiscal à trouver derrière la Non, mais ça, on en a parlé déjà au Rob. On va pas refaire, on va pas refaire deux fois le conseil. Plutôt. Attends, on va pas faire deux fois le conseil du mois de février, du mois de janvier plutôt, décembre même. On en a déjà parlé. Ça, on l'a fait au Rob. Ce que je regrette, c'est que Adam ne soit jamais présent aux commissions finances où il pourrait vous donner les explications. Pardon, ça dépend. La présence était là. Non, mais je suis d'accord, Adam. Mais il y a une commission finance qui existe. Il y a, comme toutes les commissions. Non, mais c'est pas. C'est un Non, mais constat. bon, après, il faut savoir placer les choses. C'est facile Non, mais- après de placer. Non, je avec place les choses comme elles sont, c'est tout. Voilà, moi aussi, je les suis présente pas- comme il est. Non, Plusieurs non. reprises, j'ai demandé du retour d'informations. On ne me les donne pas. On essaie d'avoir des explications précises sur voilà, des bases de données. On ne nous donne pas non plus. Certes, on n'a pas la main, mais on aimerait bien au moins être tenu au courant dans le monde. qui ne transmet pas les informations? Bah, justement, je me le demande. À qui vous avez demandé les informations? Au groupe, alors vous-même, au groupe finance et autres, je demande après Qui est le demander groupe d'informations finance? qui Qui me est le sont groupe données. finance? Bah, les personnes responsables. Non, il y a une seule personne. Non, vous êtes plusieurs. Non, je regrette. Moi, j'ai jamais vu de mail arriver d'Adam directement. Et Ah bah, c'est ce que le je service pourrais finance. ressortir, Enfin, c'est- c'est pas trop le problème. On va Voilà, pas- non, mais on va c'est pas- on va inacceptable pas- de donner des noms et de villes pendées Ça- au public. non, alors mais- que c'est l'inverse qui est vrai. Mais enfin, Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument, Je veux c'est- bien qu'on- je veux bien qu'on discute. Combien de taux de présence dans la commission? Combien? systématique, Faux. quasi systématique. Faux. Si, Mais non. Mais, voilà. Non, je suis désolé. Mais- Je suis mais je suis désolé. Et d'accord. quand après on je suis d'accord. On refait- peut en parler fait comme ça, mais c'est absolument faux, un Adam. thème et qu'on demande des informations qui sont C'est un pas constat, transmises, c'est pas désolé, voilà, c'est pas une critique. c'est En plus, ça ne pose pas de inacceptable. problème. hein. Je veux dire, c'est pas le Voilà. c'est pas le souci. Un point, c'est tout. Là, ce qu'il y a simplement, pourquoi sur les impositions directes par rapport à la strate, on est plus important au niveau des impositions, simplement aussi parce qu'on a 1800 propriétaires sur 2200 foyers. Voilà, c'est tout. Voilà. Et Mais ces explications-là, si vous voulez, on les a données en commission finance. Et je regrette, moi, c'est un constat, là, je ne veux pas dire, c'est pas une critique, hein, c'est comme ça. On peut avoir des obligations professionnelles, on a des tas de choses où on peut ne pas être présent. C'est pas vrai. Et vous savez très bien que c'est faux ce que vous dites. Mais j'ai donné la réponse. Mais non, avant que je sois en difficulté, Adam, avant que je sois en difficulté par rapport à vous, il fera plus chaud qu'aujourd'hui. hein. alors, juste, je rappelle une chose quand même. Le document d'Europe vous a été communiqué. Et ce Enfin, que je après, suis... il a le droit de poser des questions, il n'y a pas de problème. hein. Voilà. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'effort fiscal, donc demander la pression fiscale que nous exerçons, est de 0,843, c'est pour répondre à votre interrogation. Et que l'indicateur est de 1 pour la moyenne donc nationale. Donc ça veut dire que notre taux d'imposition n'est pas élevé. Et ça, on l'a dit. C'est ça. Et ça figurait dans l'Europe. Il y a toutes les explications. Bon, je vous invite à le lire ou à le reprendre, puisque c'est un document qui est à votre disposition. Ouais, mais enfin, bon, là, on est en conseil municipal. Oui, on ne tout peut à plus fait. poser de questions au conseil municipal. Si, mais je vous apporte une D'abord, réponse, là. envoyer les trucs, les reprendre, tu as 50 pages à imprimer, vous les imprimez ici, nous, on n'a pas d'imprimante. Deuxièmement, on est là pour poser ces questions-là. Non, mais pas de problème. On Il y a- est il y a pas de souci. soi-disant filmé, il faut aussi que les Vox soient... Non, mais il n'y a pas de entendent souci, les Marc. questions. Ce que je dis simplement, c'est que les présences aux commissions font que lire certaines réponses, puisque vous devez vous réunir entre vous, je suppose, vous les auriez déjà. C'est tout.
Oui, mais ça empêche C'est- pas de reposer les questions. Après, c'est ça le pose but pas d'un de problème conseil de municipal. poser des questions, mais il y a des questions que vous devriez avoir déjà. Oui, non, mais Il fait des réponses. Enfin, les réponses plutôt. Oui. Les questions, on les a fait. les questions, on en a toujours à sur la poser, même c'est normal. ligne. Quand j'entends dire on a encore de la marge pour augmenter, vous savez très bien qu'on ne va pas être d'accord avec ça. Je pense que l'augmentation de l'année dernière a été plus que substantielle. Donc, moi, quand j'entends on a encore de la marge pour augmenter, ça ne me va pas, quoi. Non, on va pas le dire. Quand je vois le budget de fonctionnement des dépenses qui est en dessous de ce qu'on doit dépenser, on ne va pas encore augmenter pour faire Non, quoi le budget n'est pas en dessous de ce que l'on doit dépenser. Mais il y a hors de question qu'on augmente les impôts. Ça, on en a parlé. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il est hors de question qu'on augmente les impôts. Et donc, Mais insistons pas sur la marge Mais bien correcte sûr, pour les non, mais entreprises. en plus, c'est pas le sujet. Je veux dire, on va pas augmenter les impôts. C'est prévu au niveau des impôts. Ce que je veux dire aussi, C'est prévu de pas augmenter, quoi. si nous menons une gestion prudente, c'est pas pour rien parce qu'il y a des projets futurs qui vont franchement pomper sur le fonds de roulement. ça, c'est sûr. Bon, pour aller un peu plus loin, si vous voulez, donc tout le monde est informé qu'on a un projet d'école qui va être de l'ordre de 7 millions d'euros, à quelque chose près, qui va être lancé dans l'année qui vient. Donc il est évident qu'on va pas emprunter de suite et que pour lancer ce projet, pour être suivi par la direction des finances publiques, par les financeurs, il faut avoir un fonds de roulement qui soit important. Hein. C'est comme dans le public, c'est comme dans le privé, je veux dire. Le public, c'est comme le privé. Si vous avez de l'argent, on vous prête de l'argent. Si vous n'en avez pas, on vous en prête moins. Voilà. On vous en prête moins. À l'heure actuelle, le sujet, c'est pas le prêt, puisque sur 2025, on n'empruntera pas. Hein, et peut-être pas non plus sur 2026, quelles que soient les personnes présentes après. Hein. Puisque le projet sera lancé dans tous les cas. Et sur 2027, il y aura certainement un emprunt. Pour corroborer ce que dit Monsieur le maire, en 2025, les projets en cours, on va pomper 1 484 dans le fonds de roulement. En 2026, 615. En 2027, alors c'est un estimé, attention, ce n'est pas des chiffres, voilà. Et en 2027, c'est 3 700 000. Voilà, donc Bon, ça se prépare. Je propose qu'on continue. Voilà. En fait, d'autres questions? Non, pardon. D'autres questions? Non. Pas pour l'instant. Donc, évolution des dépenses de personnel. Alors, 2 164 en 2020, 2 245 en 2021, 2 335 en 2022, 2 546, donc ça c'est là où on revoit les indices, etc. En 2023, 2 606 en 2024. En rappelant que c'est 54% de l'ensemble total de dépenses de fonctionnement. Avec le même personnel, non? Pardon? Plus, moins? Pas beaucoup plus. Il doit y avoir 2 ou 3 postes de plus, c'est tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi quand même des personnes, je vous rappelle qu'on a un responsable des services techniques qu'on paye depuis 5 ans qu'on n'a pas vu, bien sûr, oui. Bon, des gens il doit nous rester, on avait 5 personnes en longue maladie, il doit en rester 4. Donc tout ça, ça fait, même si on a des assurances qui remboursent une partie, donc ce sont quand même des coûts de dépenses. Ok. Bien. Donc, le projet de délibération, voilà, c'est point 1, deuxième, voilà. Dans le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales,
Mais là, il est bon, là. C'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, on ferme. Je sais pas. Oui. Fermez la porte. Monsieur le maire quitte la séance parce qu'il ne peut pas être jugé parti. Donc, on va nommer le plus ancien et le plus jeune. Pour procéder, oui, un président. Ben, le président, c'est le plus ancien. Pas forcément. Non, mais on Ah. n'a pas pris son poste. On élit un président, séance qui fait le vote. Voilà. Ton président, c'est... J'ai Noël. dit que c'était peut-être pas la plus ancienne. Non, c'est pas le plus ancien. Voilà. On propose Donc, Noël. on propose Noël comme présidente. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord? Abstention, non? Voilà, tu vas procéder au vote. Qui vote contre d'abord. C'est bon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Bien, point numéro 2. Affectation du résultat 2024. Conformément au résultat de l'exercice 2024 venant d'être arrêté au compte financier unique 2024, il est demandé au Conseil municipal d'affecter l'excédent de fonctionnement de 2 546 387,84 au compte RF 002. Ok, Donc on va procéder au vote. voilà. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, le point numéro 3, donc c'est la fiscalité et le vote des taux d'imposition. Donc, conformément aux dispositions de l'article 1639 du Code général des impôts, la date limite de vote des taux de fiscalité directe est fixée au 15 avril. Le vote des taux par une collectivité doit faire l'objet d'une délibération spécifique distincte du vote du budget, et ce même si les taux restent inchangés. L'article de la loi de finances de 2020 instaure la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, ce que nous regrettons fortement. Cette suppression, amorcée par la loi de finances de 2018, s'est achevée en 2023. En guise de compensation en faveur des communes, la loi de finances 2020 instaure à compter de 2021 le transfert de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements vers les municipalités. Autrement dit, chaque commune perçoit désormais les recettes de la TFPB que son département prélevait sur les locaux du territoire communal. Les résidences secondaires et les logements vacants ne sont pas concernés par la réforme et sont imposés au taux de la taxe d'habitation votée par le conseil municipal. En 2023, l'équipe municipale avait décidé de faire évoluer de 2 points le taux de la taxe foncière bâtie et proportionnellement le taux de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Pour mémoire, en 2022, le taux de taxe foncière était de 27,11. Il est passé à 29,11 en 2023. La taxe foncière non bâtie 114,19 n'a pas bougé et le taxe d'habitation est passé de 12,42 à 13,32. Donc il est proposé au conseil municipal de maintenir les taux de fiscalité directe à leur niveau de 2023. Je pense que tout le monde va être content. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, point numéro 4, subvention aux associations Kamel. Bonsoir. Juste avant de vous présenter cette délibération, il y a certains, alors on le fait tous les ans, il y a certains conseillers municipaux, certains élus qui sont soit présidents, soit, comment dirais-je, trésoriers
Donc il est en principe de pas prendre part au vote, hein, du fait que vous soyez intéressé. Voilà. Ce qu'on peut dire On ne peut pas être aussi, jugé parti. on ne peut pas être jugé parti. On a, alors comme vous le savez, on l'a abordé lors de la commission sport association le 15 février. L'ensemble des associations de la ville, hein, je le rappelle, elles sont plus de 27. Elles touchent 1500 adhérents. L'ensemble des associations ont reçu un dossier de demande de subvention. Ce dossier, il y a eu des retours, hein, bien évidemment, et ces dossiers ont été examinés en commission. Comment dirais-je, l'idée, l'objectif, c'était de maintenir globalement la même enveloppe pour les associations. Il faut savoir que depuis maintenant plusieurs années, la collectivité maintient cette enveloppe, même si on sait que le contexte est difficile en termes de finances publiques. Il est important, et on considère qu'il est important de soutenir les associations qui font vivre notre commune. Alors, pour la DGV, il est proposé 2500 €. Les Amis de l'Orgue, 1200. L'ASV, l'association de randonneurs, 200 €. L'association de tennis, 3000. Atelier des arts créatifs, 200 €. L'association Avril, 2000 €. Le Kazakh, 26 000 €. Le CVVX, 2000 €. Écho de Melan, 150 €. L'école de musique, 2000 €. L'ESV, le club de foot, 12 000 €. La FNACA, 400 €. Le club de hand, 200 €. Le judo, 2200. Le karaté omnisport, 2000. Les loulous, alors c'est une association qui est en sommeil pour l'instant, donc par définition, on ne propose pas de subvention. Et ils ne nous ont pas, bien évidemment, demandé de subvention. Savate en scène, boxe, 700 €. Soif Compagnie, théâtre, 600. Trait d'Union. Hein, je rappelle que cette association a eu la médaille de la ville, hein, lors des vœux du maire début janvier, pour leur engagement et pour tout le travail qu'ils font auprès des enfants qui sont en situation de fragilité. Le tennis de table, 1500. Vos commerces, 2000 €. C'est une enveloppe qui est allouée pour les commerçants de Vaux-sur-Seine. VLV, Voyage et Loisirs, 500. Vocalise, 200 €. Basket Club de Vaud, c'est une nouvelle association. C'est la première année qui vont percevoir une subvention. C'est une association qui rassemble plusieurs jeunes de Vaud, hein, qui ont monté ce club. Ils sont affiliés aujourd'hui en début d'année scolaire. Le volley, 200 €. Vaud contre le cancer, 500 €. Vaud transition écologique, 500. Minimove, 800 €. Et une enveloppe de subvention non attribuée pour un montant de 1400 €. Cette enveloppe nous permet, s'il y a des projets durant l'année qui n'ont pas été prévus initialement lors de la remise des dossiers, de pouvoir apporter une aide supplémentaire à une association si elle a un projet particulier d'intérêt public. Soit un total de subventions de fonctionnement aux associations, 66 450 €. Bien, merci Kamel. Est-ce qu'il y a des questions? L'année dernière, c'est à peu près pareil. C'est globalement pareil. L'an dernier, on a eu un total de 66 900 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, on a eu l'ADGV qui avait une subvention un peu plus importante. Ils avaient demandé un peu plus parce qu'ils fêtaient les 40 ans de leur association. Plus les loulous. Plus l'association Les Loulous aussi. Les loulous aussi, oui. Qu'on n'a pas, qui est à 0 cette année et qui était subventionné. Exactement. Et les loulous qui n'ont pas eu de subvention cette année. Mais globalement, oui, pour répondre à ta question, Marc, c'est globalement la même enveloppe et ça correspond aussi à la demande des associations. Oui, on essaie de maintenir parce que c'est vrai que le tissu associatif, c'est primordial dans la commune. Ah bah, c'est clair. Donc, je demandais aux personnes qui sont membres de bureau
globalement des associations. Oui, une question? Oui, comment sont calculées les subventions de tel club à un autre club? Parce qu'il y a des grosses disparités entre 26 000 ou 500 000. 26 000, c'est le Kazakh. C'est le Kazakh. Le Kazakh, c'est une association. C'est le personnel, hein, c'est personnel communal. C'est une association du personnel. Ouais, Donc, celle-ci, on peut considérer que c'est pas vraiment une association. c'est de tradition depuis maintenant plusieurs années. Par contre, le club de foot, 12 000, ça fait une grosse disparité avec certains clubs qui n'en ont que 500. Absolument. Alors, ça s'explique comment? Alors, comment c'est attribué pour répondre à votre question? La première des choses, c'est bien sûr, chaque association présente dans leur dossier leur nombre d'adhérents. Donc, on prend en compte le nombre d'adhérents. La cotisation également. Hein, si les associations font un effort en termes d'accessibilité par un montant accessible à tous. Et après, bien évidemment, leurs frais de fonctionnement. Et il faut savoir que le foot, pour prendre cet exemple, parce qu'ils ont 12 000 €, donc c'est un écart, et c'est la première association qui a un montant aussi important, ils ont plus de 18 bénévoles. C'est une association qui est composée uniquement de bénévoles. Et le foot, contrairement à la plupart des autres associations, ces bénévoles sont mobilisés la semaine pour l'entraînement et également le week-end. C'est-à-dire que vous le voyez pour ceux qui ont des enfants qui font du foot, les parents et les bénévoles accompagnent les enfants chaque semaine. Donc ils ont une indemnité grosso modo de 100 € par mois. Ils sont 18. Sur 10 mois, ça fait 18 000 €. Donc la ville prend en charge une partie des indemnités des bénévoles. Ok, merci. Bien. Donc, comme je disais, je demandais aux membres de bureaux d'associations d'éviter de ne pas voter, de s'abstenir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Nobody. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ne participe pas au vote. Tu participes pas au vote, voilà. Vous ne participez. Donc vous ne levez pas la main, vous ne participez pas au vote. Donc qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc qui ne participe pas au vote pour qu'on puisse noter? Gérald. Oui, ok. Donc, le point numéro 5, adoption du budget primitif, budget principal. Maxime. Le budget principal 2025 s'équilibre en dépenses et en recettes, comme vous savez, comme chaque année. Pour la partie fonctionnement, on a des recettes et des dépenses pour 7 325 667,84 € et des recettes et des dépenses d'investissement pour 4 312 652,01 €. Les dépenses et les recettes par chapitre et pour chacune des deux sections sont détaillées dans les documents budgétaires joints. Par ailleurs, consécutivement au passage de la nomenclature M57 et conformément à l'article 4D du règlement budgétaire et financier voté le 12 décembre 2023, la commune a la possibilité de procéder à des virements de crédit entre les chapitres d'une même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, à l'exception des charges de personnel. En gros, ça veut dire qu'on a une certaine souplesse pour faire des modifications dans les sections. Cette fongibilité permet d'ajuster dès que le besoin apparaît la répartition des crédits sans modifier le montant global des sections. Elle permet aussi de réaliser sans attendre des opérations techniques. Ces dispositions contribuent à améliorer l'efficacité de l'exécution budgétaire et la réactivité opérationnelle. Il est demandé au conseil municipal d'adopter par chapitre le budget primitif 2025 de la commune et d'autoriser la fongibilité des crédits entre les chapitres dans la section d'investissement et dans la section de fonctionnement à hauteur de 7,5%. On va regarder un petit détail pour y voir un peu plus clair. Donc on a une petite présentation qui explique par chapitre. On va retrouver sur le slide 3 l'équilibre budgétaire dont je viens de vous parler, les 7 325 667,84 et les 4 312 652,01. Donc on voit que c'est à l'équilibre. Sur les recettes de fonctionnement, donc dans le chapitre 002,
On a 2 546 387,84. Donc c'est le résultat reporté de l'année N-1. Dans le chapitre 013, on a 50 000 euros pour les atténuations de charges, donc c'est les remboursements sur charges de personnel. Le chapitre 70, dans les produits de services du domaine et ventes diverses, pour 553 380 euros. Donc ça va être la crèche municipale, cantine, voilà. Dans le chapitre 73, on a les impôts et taxes pour 3 695 185,55. Donc ce sont les impôts, pas besoin de détailler. Dans le 74, on a les autres produits de gestion courante pour 449 070. Donc ça va être la DGF, DSU, des subventions CAF. Voilà. Dans le chapitre 75, on a d'autres produits de gestion de courante pour 26 694 euros. Donc ce sont principalement les loyers des bâtiments qu'on loue. Ce qui nous fait un total de recettes de gestion courante de 7 320 717,39 euros. Et on a le chapitre 042 pour une opération d'ordre de transfert entre sections pour 4 950,45 euros, qui sont des amortissements de subventions. Donc on retrouve notre total de 7 325 667,84. Du coup, sur le chapitre 73, pour donner encore des détails, c'est principalement la revalorisation des bases locatives, donc qui fait que on peut avoir une augmentation des impôts, mais c'est la base locative, c'est l'État qui décide, c'est pas la commune. Alors, donc, je vous rappelle qu'en 2023, c'était 7,4. Non, faut que tu mettes ton micro. Faut que tu mettes ton micro. Je passe. Et, on va y arriver. Là, on va y arriver. Et donc là, ça doit être un 7 cette année. Un 7. Donc, obligatoirement, les impôts augmentent de 1,7%. Les bases locatives augmentent de 1,7% pour tout le monde. Donc, c'est comme d'habitude, c'est l'État lié à l'inflation qui donne ce taux d'augmentation. Et excuse-moi, les dotations, vous les avez déjà eues ? L'article... Les montants de dotation ? Et 400 non, et en plus, c'est versé mensuellement, je crois. Non, mais c'est déjà alloué, quoi. Non, on aura ça au mois de mars. Et tu connais les montants ? À peu près. En fait, à peu près, oui. D'accord. Ouais. Oui, à peu près. Donc, on nous a dit que ça n'allait pas bouger, mais on ne l'a pas à l'unité près, quoi. Donc, si c'est 230 000, ça peut-être 235, 228, mais c'est dans ces eaux-là. Pour l'instant, c'est un budget prévisionnel. Je ne sais pas s'il y aura besoin de faire une décision de modification dessus. Non, pas besoin. Okay. Sur les autres recettes de fonctionnement, on a donc la DGF dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui se stabilise pour environ 230 000 euros, mais sachez qu'elle a divisé par 2 depuis 2018. Et la DSU, dotation solidarité urbaine, stable pour un montant de 60 000 euros. Sur les dépenses de fonctionnement, donc sur le chapitre 011, charges à caractère général, 2 503 332, donc ce sont les charges de fonctionnement des services. Sur le 012, on a charges de personnel et frais assimilés pour 2 849 087,25 €. Pour le chapitre 14, les d'atténuation de produits pour 88 795 €. Donc ça va être des atténuations de produits sur le fonds de péréquation, ce genre de FPIC, FNR, GIR, enfin voilà, des beaux acronymes. Mais c'est principalement le fonds de péréquation. On a le chapitre 65 pour autres charges de gestion courante pour 612 606,42 €. Donc ici, ça va être des subventions, des versements de subventions CCAS, associations, caisse des écoles, autres charges. On a le chapitre 66 pour les charges financières à 11 489,09 €. Donc ce sont les intérêts de la dette. Le chapitre 67 pour des charges exceptionnelles de 262 000 €. Donc là, on retrouve la provision pour les marronniers dont on parlait tout à l'heure, en partie. Pour le chapitre 68, on a la dotation en provision pour 100 000 €
Et ici, ça va être une provision pour la maison médicale et les créances dites douteuses. On a le 0,23 pour le virement à la section d'investissement de 580 407,91 et le 0,42 pour opération d'ordre de transfert entre sections pour 317 950,17. Ce qui nous fait une note totale de 7 325 767,84. Je peux te couper 2 secondes ? Oui, bien sûr. Les charges de personnel, elles augmentent encore vachement, là. Alors, c'est le même tableau qu'on a revu tout à l'heure quand on a vu la progression. On a, justement, j'ai une petite explication sur le sujet. Et là, on passe à 2,8 millions. On a 2,6 millions. 2,8 millions, pardon. C'est une conséquence de la revalorisation anticipée du SMIC et le glissement vieillesse-technicité, qui correspond à l'augmentation de la rémunération individuelle pour chaque fonctionnaire au cours de leur carrière. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez... Parce que ça bondit presque de 8%, là. Vous avez entendu parler des 3,4 pour les charges la CNCRL CNRACL. Donc là, c'est rien que ça, c'est 3,4 sur le... Donc là, il n'y a pas d'augmentation. Ces charges de personnel, elles sont pas... Il n'y a pas des augmentations pour 2 personnes. C'est vraiment des charges... qui sont légales, qui augmentent. Donc celui-ci, par exemple, c'est vraiment... on voit depuis... on a vu sur le tableau tout à l'heure, ça a vraiment beaucoup progressé. Donc ça, c'était le point numéro 2 pour répondre à ta question. Le point numéro 1, là, sur les charges à caractère général, c'est une diminution de 104 000 € sur les dépenses. C'est principalement lié à la baisse du coût de l'énergie qui revient à un niveau de 2022. Et on a toujours le travail des services pour optimiser les dépenses. Et puis, on a une baisse de remboursement des intérêts d'emprunt, moins 3 kilos, et une réévaluation de la provision, chapitre 68, pour la maison médicale. Ce que je viens de vous dire. En résumé, le budget comprend une optimisation permanente des dépenses de fonctionnement à caractère général malgré les contraintes nationales, la recherche de stabilisation du coût des charges de personnel, hors les augmentations obligatoires dont on vient de parler, une stabilité des subventions versées aux associations, la Caisse des écoles et CCAS, et une recherche de subventions à chaque nouveau projet lancé. Et bien sûr, on n'a pas de taux d'augmentation des taux d'imposition en face. Sur les investissements en recettes, donc là, on a une colonne en plus, c'est le reste à réaliser. Sur le chapitre 13, subventions d'investissement reçues, on a une proposition à 371 804,42. Donc, ce sont des subventions qui sont notifiées, on a déjà reçu l'accord. Le chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, il n'y en a pas. Dotation, fonds divers et réserves, chapitre 10, 50 000 €, donc c'est le FCTVA. Le chapitre 45-82 pour des opérations sous mandat de recettes. Alors là, il y a un reste à réaliser de 472 500 et une proposition en plus à 150 000. Donc ça va être principalement la maison médicale. On a d'autres recettes pour le chapitre 1. Solde d'exécution de section d'investissement pour 2 355 060,74. Le chapitre 21 pour le virement de la section de fonctionnement de tout à l'heure, 580 407,91. Le chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, toujours de tout à l'heure, 317 950,17. Et le 41, opération patrimoniale pour 14 928,77. Ce sont, le 41, c'est l'estimation des frais d'études à réintégrer au projet. C'est une réimputation, c'est une ligne comptable. Et donc on retrouve au total nos 4 312 652,01. Donc les éléments retenus, c'est le FCTVA pour 50 000 € et des subventions qui sont notifiées, prévues, qu'on connaît. Donc il y a la DETR pour la cour résiliente et le mur du cimetière pour 134 000 €. Le fonds de concours GPSEO pour 223 000 € et la région budget participatif pour 14 000 €. Sur les dépenses d'investissement, on a le chapitre 20 pour les immobilisations incorporelles avec un reste à réaliser de 27 524 et une proposition de 17 628,82.
Donc ce sont principalement les études prévues avec les projets. Le chapitre 21, les immobilisations corporelles, avec un reste à réaliser de 228 407,04 et une proposition d'1 015 045,51. Donc ce sont les projets de l'année. Le chapitre 23, immobilisation en cours, avec un reste à réaliser de 56 289,95 et 1 227 549,55. On a au chapitre 13 des subventions d'investissement pour 5 050,45. Des emprunts au chapitre 16 pour 97 573,90. Donc là, c'est le capital des emprunts. Le chapitre 45-81 pour les opérations sous mandat de dépenses, donc principalement toujours la maison médicale, pour 1 467 703,57 et en reste à réaliser et 150 000 en proposition. Et ensuite, on retrouve le chapitre 001, résultats reportés d'investissement, il n'y en a pas. Le chapitre 040, opérations d'ordre de transfert entre sections, qu'on avait déjà tout à l'heure, de 4 950,45. Et le 41, opérations patrimoniales, de 14 928,77, pour retrouver au total nos 4 312 652,01. Et sur les projets principaux qu'on a prévus, il y a les fenêtres de la Martinière pour 230 000 €, la cour résiliente de l'école pour 190 000 €, l'aire de jeu de la ZAC de Marronnier, qui comprend aussi un parking, si ma mémoire est bonne, pour 285 000 €, la maison médicale pour 110 000 €, l'aménagement d'un parking chemin des Clos pour 70 000 €, études et maîtrise d'œuvre, 850 000 €. Alors, les 850 000 €, c'est l'étude et la maîtrise d'œuvre complète pour l'école. Donc on ne va pas forcément dépenser cette année, mais on est obligé d'inscrire la totalité du montant sur le budget 2025. Et les dépenses d'investissement comprennent également le montant du remboursement, on en a parlé, le capital des emprunts pour 97 000 €. Est-ce que vous avez des questions ? Bien. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Bien, le point numéro 6, candidature au fonds de concours GPSO 2025. Je vais vous resituer un peu les fonds de concours. Donc, le fonds de concours est dédié aux communes membres de la communauté urbaine qui s'inscrit dans un objectif de rééquilibrage des investissements entre les communes. Ça va être. Voilà. Entre les communes et de complémentarité entre les outils de solidarité communautaire. Ce dispositif est un élément du pacte de solidarité entre la communauté urbaine et les communes tel qu'il figure dans le protocole financier général adopté en juillet 2019. Une enveloppe annuelle de fonds est fixée à 29 fois 25 000 € et plus 18 fois 35 000 € et 5 fois 70 000 € par année civile. Elle est donc d'1 705 000. Donc c'est pas pour la commune, c'est pour toutes les communes. C'est-à-dire qu'il y a 5 communes qui bénéficient de 70 000 €, 18 de 35 000 et 29 de 25 000. Voilà, donc nous sommes dans la partie commune dont la population est comprise entre 3 501 habitants et 5 000 habitants, c'est-à-dire 70 000 € annuels. Mais nous sommes aujourd'hui à plus de 5 000 habitants, excepté qu'en 2016, lorsque la communauté urbaine a été créée, nous étions à 4 902 habitants. Donc, on reste pour toutes les communes, on reste sur les nombres d'habitants à la création de la communauté urbaine. C'est pour ça qu'on bénéficie encore de ce fonds de concours de 5 fois 70 000 € sur 5 ans, de 350 000 €. Les opérations éligibles doivent servir aux objectifs du projet de territoire et participer au développement équilibré et solidaire de la communauté urbaine. Une demande de fonds de concours peut contenir plusieurs opérations. Il est offert aux communes la possibilité de mobiliser plus que leur enveloppe annuelle, mais dans la limite de leur enveloppe maximale, sur une période de référence de 5 ans, donc ce que je vous disais, soit l'enveloppe annuelle multipliée par 5, la période de référence est de 5 ans à partir de 2022, donc jusqu'en 2026.
Pour la commune de Vaux-sur-Seine, l'enveloppe est donc de 350 000 €. Pour rappel, la commune a déposé un dossier pour l'exercice 2024 pour 6 opérations, d'une dépense totale estimée à 273 000 €. Par délibération du 4 avril 2004, le montant du fonds de concours attribué par l'année 2024 était de 126 133 €. Pour les 6 opérations, l'opération 6, mise aux normes du réseau électrique du bâtiment de la maison Louis Gibou, n'a pas été réalisée. Parce qu'en fin de compte, nous avons fait passer un cabinet de contrôle qui a validé une remise en état plus soft que ce qui était prévu au départ. Le fonds de concours finance 50% du reste à charge du projet, déduction faite des subventions. Pour l'exercice 2025, la commune souhaite déposer un dossier pour les projets suivants. Donc, préfibrage de la maison médicale, aménagement du croisement rue du Port, rue du Général de Gaulle, donc montant de 8 232 pour le premier, 5 000 pour le deuxième, aire de jeu des Marronniers, 233 300 hors taxes, parking chemin des Clos, franchise du Temple, 58 333, tous les chiffres sont en hors taxes, aménagement du parking de la maison médicale, 78 993, et remplacement de la chaudière d'école maternelle, 3 800 €. Les fenêtres de la Martinière, 191 666 € 67. Alors, on a été financé par la DETR et le département à 70%, mais de 170 000 €. Et donc là, comme nous allons à 191 000 €, on demande un financement complémentaire. La poursuite de l'étanchéité de la toiture de l'école du 144 rue du Général de Gaulle, 7 500 €. L'équipement pour la restaurant scolaire d'une chambre froide et d'un frigidaire et d'un four pour 20 416 €. La cour résiliente pour 140 000 € et la vidéoprotection pour 20 833 €. Le coût total provisionnel des projets présentés est de 768 107,68 €. L'ensemble des opérations, pour l'ensemble des opérations, le fonds de concours peut être sollicité à hauteur de 266 000 €. 154,74. Donc, il demande au Conseil d'autoriser à déposer une candidature dans le cadre du fonds de concours 2025 et à signer, bien sûr, tous les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Alors, vous avez un montant de 760 000 parce qu'il y a des dossiers qui sont financés ailleurs aussi, hein, pas que sur le fonds de concours. C'est-à-dire que si vous avez un dossier qui est financé à 30% sur la DETR et vous pouvez avoir 50% pour le fonds de concours, si vous avez 30% plus, admettons, 25% par un autre organisme, 55%, dans tous les cas, vous ne pourrez pas dépasser 80% du montant global de l'investissement financé. Je ne sais pas si j'ai été clair pour tout le monde, mais c'est bon. Bien, est-ce qu'il y a des questions? On peut redescendre un peu le... Oui. Oui. Alors, il y a un parking, c'est ça? Alors, c'est surtout une aire de jeu, un parcours sportif et un parking, je dirais, un green, un parking terre-pierre. Oui, plus végétal qu'autre chose. Et de toute façon, ce sera en 2025, ça, déjà réalisé? Tout risque de ne pas passer en 2025, mais on l'inscrit, comme ça on a 2025-2026 pour le passer. Enfin, l'aire de jeu, je souhaite qu'elle sorte cette année quand même. Enfin, nous souhaitons d'ailleurs. Le parking du chemin des Clos va sortir cette année. L'aménagement du parking de la maison médicale, ça va être cette année. Le remplacement de la chaudière, il a déjà été effectué, donc on l'a raccroché. Le préfibrage, ça sera cette année aussi. L'aménagement de le croisement de la rue du Port, ce sera cette année. Vous pouvez descendre. Donc, les fenêtres de la Martinière, si c'est pas cette année, ça ne se fera pas, parce qu'on perdrait les subventions autres. L'école, ce sera cette année. L'équipement cantine, ce sera cette année. La cour résiliente, oui, le reste, ce sera cette année, quoi. Le seul point d'interrogation que je mets à l'heure actuelle, c'est les fenêtres de la Martinière. Oui. Et la maison médicale, donc... c'est l'aménagement du parking extérieur. Qui devait s'auto-amortir. On dépasse de combien pour l'instant? Alors pour l'instant, il faut terminer les travaux. Hein, je veux dire. Oui. Là, pour l'instant, on est toujours dans le budget de la maison médicale. Bon, il y a un déplacement, vous avez vu tout à l'heure, sur 12 500, parce qu'on a demandé un cuvelage qui n'était pas prévu. Les dépassements sont liés à l'heure actuelle à ce qu'on demande en plus, qui n'est pas prévu dans
dans le programme initial. À l'heure actuelle, on doit être 12 500 validés. On va arriver, ce qu'on a dit tout à l'heure, à 150 000 euros, en gros, globalement. De dépassement. Oui, à la charge de la commune. Hein, le reste, à la charge du département. Après, on verra aussi avec le département comment on gère. Mais pour ça, il faut que les travaux soient terminés. Et comment le département voudra bien gérer avec nous. Ok. Alors, il y a des points qui, par exemple, comme le préfibrage de la maison médicale, ça, c'est pas dans le contrat du département. Donc, c'est vrai qu'on le prend à notre charge. Ça, c'est partie des coûts supplémentaires. Le branchement des eaux, les réseaux, les branchements électriques, tout ça, c'est... l'eau assainissement, c'est 8 000 euros, je crois qu'on a eu quelque chose comme ça. 3 000, non? Plus que ça? Plus de 5 000, oui. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ça, c'est de l'argent qui rentre. Hein. C'est de l'argent qui rentre. Hein. C'est de l'argent qui rentre. Hein. Oui, dans tous les cas. Non, mais je veux dire, c'est pas une dépense. Hein, c'est bon. Ok. Donc, comment? Ah ben bien sûr, oui. Enfin, le but, c'est d'investir aussi. Hein. Bon, la différence entre le privé et le public, c'est que c'est vrai qu'il faut quand même qu'on dépense ce qui rentre quand même aussi. Il ne faut pas dépenser plus que ce qui rentre, mais il faut dépenser une grande partie de ce qui rentre, tout en gardant une marge de fonctionnement. Bien. Et qui vote pour? Qu'on n'oublie pas quand même le principal. Quand même. Donc 22 alors. Ok, super. Merci. Donc maintenant, le point numéro 6. Michel. Ok. Alors, premier arrêt du projet de deuxième programme local de l'habitat intercommunal. Je veux dire même qu'on est sur le point numéro 7. Hein. Bon, d'accord. Donc le PLHI 2025-2030. Conformément à l'article L302-2 du Code de la construction et de l'habitation, le conseil municipal est appelé à donner son avis sur le projet PLHI Communauté urbaine GPSEO. Le programme local de l'habitat intercommunal, PLHI, est un document stratégique définissant la politique locale de l'habitat pour 6 ans. Il est obligatoire pour les communautés urbaines et est validé par l'État après avis des communes. Il est constitué d'un diagnostic, d'un document d'orientation et d'un programme d'action. Le premier PLHI de la communauté urbaine couvrait la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. La procédure d'élaboration d'un deuxième PLHI a été engagée par délibération du Conseil communautaire du 29 juin 2023. Dans l'attente d'un nouveau PLHI, le premier PLHI a été prolongé pour 2 ans maximum, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Conformément à la délibération précitée, l'État, le Conseil départemental des Yvelines, les 73 communes membres et acteurs de l'habitat ont été associés à l'élaboration du projet de PLHI de la période 2025-2030. L'état des lieux réalisé a permis de révéler les points majeurs suivants: une très forte croissance démographique du territoire, avec une fonction résidentielle qui s'accentue et une forte dépendance à la voiture, des niveaux de construction élevés, une hausse continue des prix des logements, mais qui reste attractive pour l'Île-de-France, des arrivées externes de ménages aisés au détriment des classes moyennes du territoire, avec une précarité d'une partie significative des habitants, notamment dans le parc locatif social et privé. Un parc social sous tension et un parc privé social de fait, mais avec un potentiel de transformation important. Pour répondre à ces enjeux, les principes généraux suivants sont proposés par le projet du nouveau PLHI. Donc l'emploi, logement, mobilité, fil d'Ariane d'une politique habitat où le logement permet d'habiter le territoire. Déjà là, le tissu existant comme socle de l'intervention habitat 2025-2030. Le logement neuf, levier au service du territoire et de ses habitants. Ils sont complétés de 7 orientations thématiques et d'objectifs quantitatifs et qualitatifs en logement neuf,
achever la transformation des quartiers, prévenir la dévalorisation du parc de logements privés, poursuivre l'intervention dans les centres anciens dégradés, lutter contre les situations de mal-logement, poursuivre la stratégie d'information et de services pour la rénovation énergétique, poursuivre l'amélioration de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, répondre aux obligations pour l'accueil des gens du voyage. Pour répondre à la croissance naturelle de la population et en lien avec les programmations communiquées par chaque commune, il est proposé de fixer les objectifs de construction autorisés alors c'est pour l'ensemble de GPSO, à 2418 logements minimum par an, dont 25% en logement locatif social et 10% en logement intermédiaire, en accession et en locatif. Ces objectifs sont en dessous de la moyenne du précédent PLHI, qui était de 3000 logements par an entre 2018 et 2022, mais supérieur au résultat actuel. En 2023, il y en a eu 1920. Cette construction permettra d'absorber les 460 000 habitants que le territoire devrait compter en 2035, compte tenu des évolutions du parc de logements et des ménages du territoire, des cohabitations des jeunes, séparation de couples, du solde naturel très puissant du territoire, 2 naissances et demie pour un décès, de l'accueil de la population nouvelle, même si le solde migratoire reste négatif. Donc pour la commune de Vaux-sur-Seine, ce PLHI vise la production de 126 logements sur la période 2025-2030, dont 23 logements sociaux. Donc, par délibération du 19 décembre 2024, le Conseil communautaire de la communauté urbaine a arrêté le projet de 2e programme local de l'habitat intercommunal 2025-2030. Conformément au cadre réglementaire, le projet de PLHI de la période 2025-2030 est à présent soumis aux avis, pour avis aux communes avant un nouvel arrêt tenant compte de leur avis en avril 2025. Donc il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de 2e programme local de l'habitat intercommunal 2025-2030, tel qu'annexé à la présente délibération, composé d'un diagnostic, d'un document d'orientation, d'un programme d'action et de fiches communales. Donc vous avez dû recevoir l'ensemble des documents, parce qu'il y avait la description des 73 communes, avec les orientations donc 2025-2030. Ce que l'on peut rajouter donc sur la commune, là, alors 126 logements sur la période 2025-2030, ça comprend des logements, des opérations qui sont déjà en cours sur la commune, puisque la ZAC des Marronniers, je vous rappelle, vous avez 23 maisons à bâtir, donc déjà qui sont en cours de construction, qui vont être incluses déjà dedans. Il y a les 20 logements sociaux aussi qui seront livrés en 2026. Donc là, ça fait on a déjà 43 logements qui seront déjà livrés en 2025. Et ensuite, en fait, dans les logements sociaux, nous avons quelques petites opérations qui sont déjà dans les tuyaux. Le 6 rue du Temple, le 33 rue du Général de Gaulle. Donc là, on en a encore 15 plus une vingtaine. Enfin bon, donc sur la période, ça paraît pas énorme. Alors, il faut savoir que le préfet avait demandé à GPSO d'avoir un objectif plus important que ce qui était choisi. Donc, on sera en dessous justement de la période précédente. Si vous avez des questions, des remarques. Et dans ces 126 logements, là, c'est que quoi? Il y a du social, de l'accession à la propriété. Il va y avoir du social. On va essayer d'améliorer, on va dire, le parcours résidentiel. C'est-à-dire que nous n'avons pas de LLS sur la commune aujourd'hui. C'est du logement intermédiaire. On n'a pas non plus fait de BRS. Alors pour ceux qui ne savent pas le BRS, c'est-à-dire qu'on enlève la partie foncière de l'achat. Et donc les gens peuvent acheter des logements avec des prix minorés, et en plus la TVA elle est réduite. Mais ils n'ont pas le terrain, quoi. Voilà, ils ne sont pas propriétaires du terrain. Donc alors il y a des contraintes. Coluche, je l'avais déjà dit il y a 40 ans. Mais bon. Donc là, c'est une opération qu'on n'a pas. Et puis bien sûr, on veut faire aussi des logements en accession à la propriété. Si l'on fait du collectif, on ne veut pas faire que du 100% social. Donc là-dessus, c'est clair.
Parce que le préfet, lui, ce qu'il voit, c'est les logements sociaux. Les accessions à la propriété, il s'en fout. De toute façon, on a toujours l'obligation d'être à 25. Hein. Avec les livraisons, on sera autour de 21%, je pense. Donc l'objectif, ce sera d'atteindre les 25%, puisque de toute façon, on n'aura pas le choix. Hein. Donc clairement, dans ces 126 logements, c'est 126 logements sociaux. Ah non, pas du tout. Je viens déjà de dire que les 23 logements qui seront livrés, les 23 maisons à bâtir dans la ZAC des Marronniers, déjà, ils vont rentrer dans ces 126, et c'est de l'accession. Alors après, on va voir ce que ça va donner avec les écoles, parce qu'il y aura sûrement des enfants, mais c'est aussi de l'accession. Donc c'est des nouveaux Vauxois qui arrivent, des familles qui arrivent sur Vaud, et qui ne sont pas du tout dans le logement social. Hein. Vu les opérations, vu le prix des opérations d'ailleurs. Non, et puis on a quand même quelques séparations de parcelles aussi, avec des parcelles de 500 mètres carrés. Sur l'école maternelle existante, on souhaite faire de l'acquisition, des logements en acquisition. Parce qu'il faut quand même aussi qu'on fasse un peu d'acquisition et un peu de location autre que du logement social. Simplement parce qu'il y a une partie des Vauxois qu'on ne peut pas reloger non plus. C'est-à-dire que des gens qui ne souhaitent plus être dans leur maison, des personnes âgées, elles souhaitent être dans du logement locatif ou en acquisition, ce qu'on ne peut pas leur proposer à l'heure actuelle, parce qu'elles ne rentrent pas obligatoirement dans le logement social. Certaines rentrent, hein, mais pas toutes. Oui, donc il faut partager, il faut mixer. D'où ne pas faire que du 100%. Ah ben on peut pas. On peut pas. Non, mais c'est ce que je dis. On est bien d'accord. Surtout pas ne pas faire que du 100%. Non, ça a été c'est pas possible. le cas jusqu'à présent. On aurait pu faire du 100%, tu veux dire 100% social, oui. 100%. Non, on aurait pu faire du 100% d'acquisition si on était à 45% de logements sociaux, on n'aurait pas de problème. On pourrait faire 100% d'acquisition. À l'heure actuelle, on est obligé minimum sur les 126, si on dit on part de zéro, 126, de faire 30% des 126. Dans tous les cas. Mais on se bat, quand je dis on se bat, c'est tous les jours. Et quand je dis tous les jours, je ne mens pas beaucoup. Tous les jours, on est sur le front avec et les bailleurs et avec l'État. Et les promoteurs qui veulent, veulent densifier et nous proposer des 50 ou 80 logements sur Vaud, on en refuse beaucoup, quoi. Oui. Après, il y a un coût. Hein. Forcément, si tu leur demandes de construire pour 30 logements, l'affaire est plus jouable, donc ça ne se fait pas non plus. Oui, de toute façon, le problème, c'est de trouver des promoteurs qui font justement des petites opérations de 20, 25 il y en a, ça existe. Oui, mais bien sûr, ça existe. Ça réduit beaucoup. Là. Mais là, à l'heure actuelle, il y a quand même un problème sur la construction, et puis sur aussi bien que ce soit du locatif ou de l'acquisition. Hein. En collectif. Oui, vu les taux de crédit, pour l'instant, ça bloque encore. Ouais. Et ce qui nous attend, je pense que... Certaines communes ont des projets qui ont démarré, qui sont arrêtés. Aussi vite qu'on aurait voulu. Donc, bon, c'est clair que l'immobilier, depuis 2-3 ans, il souffre beaucoup. Oui. Même les DIA, on voit que ça bouge. Les ventes ont super ralenti. Il n'y a plus beaucoup d'opérations. Normal, avec des taux à 4%, les gens ne peuvent plus emprunter. Donc le problème est là. Hein. Voilà. Bon, enfin, sachez que tous les jours, nous nous battons. Enfin, ça fait partie de notre fonction. Je ne vais pas dire notre job, hein, notre fonction. Parce que c'est une fonction. Mais tous les jours, nous sommes en relation soit avec les bailleurs, soit avec des promoteurs, soit avec l'État pour justement ne pas déraper. Ok. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Michel, le point numéro 8. Ok. Alors, identification des zones d'accélération des énergies renouvelables. Alors, bon. Bien. La loi numéro 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable a pour objectif d'accélérer le développement des énergies renouvelables afin de lutter contre le changement climatique et de renforcer notre souveraineté énergétique. En effet, l'article 15 de cette loi, dit loi APER, impose aux communes de définir, après consultation de leurs administrés, des zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir s'implanter des projets d'énergie renouvelable. Cette consultation, lancée le jeudi 30 janvier 2025, se clôturera le 21 février 2025. Donc elle est clôturée depuis vendredi dernier.
Ces zones, appelées zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, donc les ZAENR, concernent également les ouvrages connexes nécessaires à ces installations. Elles peuvent porter sur toutes les filières d'énergie renouvelable ou être limitées à certaines d'entre elles en fonction des potentialités spécifiques du territoire communal. Conformément à l'article L. 141.5.3 du Code de l'énergie, ces zones sont définies pour chaque catégorie de sources et de type d'installation de production d'énergie renouvelable. Éolien terrestre, photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité, géothermie, biomasse. Elles doivent tenir compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables, des ressources disponibles sur le territoire concerné et de la puissance des installations déjà en place. Les zones d'accélération traduisent la volonté de la commune d'orienter prioritairement les projets vers des espaces jugés adaptés. Toutefois, la localisation d'un projet dans une zone d'accélération ne garantit pas l'obtention des autorisations nécessaires. Chaque projet doit respecter les dispositions réglementaires en vigueur, PLUI, PPRN, PPRI, si nécessaire, recueillir les avis des services compétents tels que l'architecte des bâtiments de France, l'inspection générale des carrières ou les services de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. La commune de Vaux-sur-Seine a choisi de privilégier le développement de l'énergie solaire par le photovoltaïque et de la géothermie sous réserve de répondre aux exigences techniques spécifiques. Ces choix s'appuient sur les ressources énergétiques locales tout en prenant compte les contraintes environnementales et patrimoniales. En revanche, l'éolien, l'hydroélectricité, la biomasse, la méthanisation étaient écartés en raison de leur impact visuel potentiel sur le paysage protégé du Vexin français et les apports des monuments historiques ainsi que leur faible potentiel respectif sur le territoire. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les propositions des zones d'accélération des énergies renouvelables et d'autoriser monsieur le maire de signer tous les documents qui seraient rendus nécessaires par l'application des dispositions de la présente délibération. Donc les énergies renouvelables, oui, donc qui ont été retenues, donc on rappelle, hein, donc ça serait possibilité de faire du photovoltaïque soit sur bâtiment, soit au sol. Et puis la géothermie qui a un potentiel important sur le territoire, qui a été confirmé puisqu'il y a une préétude pour la maison médicale qui disent qu'il n'y a pas d'objection à faire de la géothermie. De l'école, pardon. Il n'y a pas d'objection sur le terrain envisagé de faire de la géothermie. Après, les études complémentaires définiront si c'est possible ou pas, mais en tous les cas, déjà, en termes de territoire, c'est possible. Donc, évidemment, les autres énergies, on voyait difficilement l'éolien ou un méthaniseur sur Vaux-sur-Seine, compte tenu de la configuration du terrain. Alors, les méthaniseurs, c'est surtout dans les zones agricoles, puisqu'il faut des déchets verts pour alimenter le méthaniseur en permanence. Mais même dans les zones agricoles, les riverains souvent sont mécontents parce qu'il y a des nuisances avec les camions qui se déplacent et qui viennent alimenter le méthaniseur tous les jours. Bon, après, suivant les et plus d'autres nuisances aussi. Ouais, donc voilà, on propose. Alors le territoire, pour pas s'enfermer dans des parties ou des morceaux de territoire, on a laissé l'ensemble du territoire ouvert. De toute façon, c'est soumis à autorisation. Donc tout projet qui seront donc liés à des projets d'énergie renouvelable, ils seront soumis à autorisation et ils seront étudiés au cas par cas, quoi. Donc voilà, si vous avez des questions particulières. La perspective de ces projets-là, c'est pour envisager une consommation strictement à veau ou c'est plus large? Parce qu'en fait, on ne peut pas limiter à veau. Enfin, la demande, c'est de tracer par commune les potentiels faisables. Mais en fait, ça déborde largement. Un méthaniseur, ça ne peut pas être vécu par une commune seule, ça doit être porté par plusieurs communes. Donc, comment on prend en compte ce sujet? Là, on demande à la commune déjà d'exclure, enfin de se positionner sur le type d'énergie renouvelable qu'elle souhaite voir ou ne pas voir sur le territoire. Parce que si on ne le fait pas, c'est le préfet qui décidera à notre place. Donc, autant que l'on définisse nous-mêmes ce que l'on souhaite comme type d'énergie renouvelable. Et puis ensuite, c'est les zones géographiques sur lesquelles éventuellement on ne voudrait pas tel type d'énergie, ou au contraire on veut favoriser dans d'autres secteurs. Bon, c'est pour l'instant c'est juste
un positionnement de la commune. Voilà. Donc, alors évidemment, quand tu produis de l'électricité, ça va pas forcément être consommé Caveau, ça peut aller ailleurs. Si la commune, si on faisait une ferme photovoltaïque, j'en sais rien, ça sera certainement pas limité à vous. Mais un méthaniseur, comme tu dis, effectivement, sauf que c'est bien le territoire qui aura le méthaniseur qu'aura quand même les nuisances. Ouais. On l'a vu à Breuil-en-Vexin, enfin dans certaines communes du Vexin, où il y a eu des fortes oppositions. Tessancourt. Tessancourt aussi. Tessancourt, il y a un projet de méthaniseur aussi. Oui. Donc, mais c'est souvent les riverains, les communes impactées par l'implantation du méthaniseur, même si d'autres communes apportent leurs déchets. C'est pour ça que là, c'est un positionnement, voilà, de se dire, bon, on favorise le photovoltaïque et la géothermie, sachant que même l'ABF a un peu assoupli ce positionnement sur le photovoltaïque, puisque au départ, ils ne voulaient pas toutes les maisons de la rue du Général de Gaulle, ils n'en voulaient pas. Maintenant, ils acceptent le versant sud, côté Seine, donc les gens pourraient mettre en toiture du photovoltaïque aujourd'hui, ce qui était refusé précédemment. Donc ça évolue, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Bien, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? J'ai cru que Kamel avait voté. Bien, point numéro 9. Michel, toujours. Bon, acquisition de la parcelle cadastrée AA 188. Par lettre en date du 16 janvier 2025, la société Val-de-Seine Investissement a soumis à la commune une proposition d'acquisition au prix de l'euro symbolique de la parcelle cadastrale AA 188. Cette parcelle d'une superficie de 394 m², située route du Moulin à Vent, lieu-dit les Gilbert. Elle se trouve en zone UDA du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 16 janvier 2020 et est située dans les abords des monuments historiques. Étant adjacente à 3 parcelles communales, AA 186, 652 m², AA 187, 341 m², AA 190, 656 m², l'acquisition de cette parcelle permettra de constituer une unité foncière de 2047 m² et de constituer une réserve foncière pour la commune, offrant des perspectives d'aménagement et de valorisation du secteur. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée en section A 188 d'une surface de 394 m², 6 route du Moulin à Vent, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document qui serait rendu nécessaire par l'application des dispositions de la présente délibération. Là, vous avez le positionnement de cette parcelle qui nous intéresse puisque justement elle se trouve donc juste en face du cimetière et ce qui permettra d'avoir en plus là on aurait une parcelle entièrement constructible de 2047 m². Oui, parce que c'est en zone constructible. Là, on est en zone constructible. Mais il n'y avait pas une bagarre là tu sais, avant, là, avec la grande maison, là. C'est ça. Hein La bagarre est réglée. Ça y est, c'est fini. Oui. Ok. Et tu l'as remis dans ses bornes ou pas? Mais parce qu'elle avait un peu dépassé aussi. C'est ça. Non, mais c'est ça. Alors, en fin de compte, la 191, c'était une succession Romfort. Ouais. Et donc, eux, ils avaient la 535 et ils avaient la 188. Donc, la succession Romfort donc, a été réglée. Donc, la personne qui a réglé la succession... Par mes soins. Et puis, bon, c'est monsieur... comment ça s'appelle? C'est Sécofiage. Enfin, bref. Ouais. Donc... Il a racheté la maison, là. Voilà, c'est ça. Donc, et la parcelle 188, obligatoirement, donc il pouvait pas non, mais faire c'est bien, grand-chose. oui, parce que celle-là, elle était en plein milieu, quoi. Voilà, donc ça peut faire une petite poire pour la soif financièrement pour la commune. Ok. Voilà. Bien, donc nous allons passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, c'était le dernier point du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des informations diverses?
problème avec mon micro. Ça y est. Stéphane, c'est bon? Le conseil municipal est terminé. D'accord. Ah, pardon, j'ai pas vu. Non, Ah, je voulais juste allons-y. C'est juste vous inviter à venir dans 15 jours à la soirée des années 90 pour Vaux contre le cancer. Donc les fonds sont reversés à l'Institut Curie. Donc c'est la troisième année, enfin la troisième session après les années 80, 70, 90. Ça a toujours été des jolies fêtes. Il y aura plein de surprises, donc n'hésitez pas. Ok, merci. Pas d'autres informations? Hop, je fais le tour pour que j'oublie personne. Ah. Demain, carnaval à Vaux, donc rendez-vous à 14h devant le City Stade. Et nous défilerons dans la ville comme l'année dernière par le chemin des Clos. On reviendra à la salle Marcel Cuche par la route principale. Ok, merci. À l'issue de notre tour, il y aura une boum pour les enfants à la salle Marcel Cuche, suivie d'un goûter. Ça va soigner. Virginie, non? D'accord. Ok, bon, merci à tous. Bonne soirée. Et puis, donc, le prochain conseil municipal aura lieu au mois de mai. Là, on a été obligé de décaler 15 jours parce qu'on avait un sujet avec la direction des finances publiques pour le budget. C'est pour ça qu'on est pendant les périodes scolaires, de vacances scolaires.